je voulais vous parler d'un sujet qui est très important, qui est le bien-être de la personne autiste. Et le bien-être de la personne autiste, pour moi, c'est une thématique qui est un peu trop oubliée d'abord dans les conférences, mais aussi un peu trop oubliée, surtout dans les accompagnements, dans ce qu'on nomme les prises en charge. Donc, on va voir sur un exemple que vous connaissez peut-être, c'est le travail autour du contact oculaire. Vous le savez peut-être, les personnes autistes vont regarder, alors plus souvent trop peu que trop, voire pas du tout, mais il peut arriver qu'elles regardent trop, hein, ou regardent soit le menton, soit le front. Donc moi c'est quelque chose que je n'aime pas, regarder les gens, hein, c'est comme ça. Donc, parfois, en ABA ou même pas en ABA, hein, peu importe, il y a eu cet objectif de forcer, enfin d'augmenter la fréquence du contact oculaire. Ça peut être un objectif qui existe en tout cas, que j'ai déjà vu dans certains accompagnements. Alors, première chose, il faut savoir qu'aujourd'hui, même en ABA, hein, donc on se pose la question, et moi j'ai fait un cours d'éthique sur un MOOC de BCBA, sur justement l'ABA, et il disait que le contact oculaire pour eux c'était un objectif normalisant et qu'il fallait plus jamais le faire comme objectif. Mais bon, peu importe, il existe encore et c'est quelque chose qui est important. Comment on le travaille, je vais vous dire vite fait. On peut choisir par exemple, la personne me demande de la moutarde, hein. Rêver, j'ai encore des pots de moutarde, me demande de la moutarde et au lieu de lui donner tout de suite, je lui donne plus lentement si elle me regarde pas, et plus rapidement si elle me regarde. Et puis, par exemple, si elle me demande il y a une autre façon de faire, c'est d'augmenter la taille du renforçateur. Si elle me demande de la moutarde, je lui donne une moutarde régionale bio au lieu de lui donner de la Mora typique. Donc, un plus gros renforçateur. Bon, bref, je suis fan de moutarde. Bon, et malheureusement, en ce moment, c'est dur. Alors, donc pour en revenir, finalement, on peut se poser cette question. Est-ce que ce contact oculaire est important? Alors pour moi, je dirais qu'il ne regarde pas les personnes avec qui je parle. Je me souviens d'une maman d'un enfant autiste qui me disait j'ai beaucoup parlé avec ton dos parce que je me retourne et voilà, je tourne le dos et je parle pas. Alors c'est pas socialement adapté, mais je pense qu'elle avait compris en tout cas que c'était pas du tout méprisant ou de ne pas tenir compte de la relation. Mais en tout cas, pour moi, l'attention conjointe, c'est-à-dire savoir être en relation, pouvoir partager une activité, est beaucoup plus importante que le contact oculaire. Dans tous les cas, et ça je l'ai vu plusieurs fois, et même dans ma vie, hein, on me disait parce que tu regardes pas dans les yeux, t'es sournois. Hein, vous voyez, on plaque des valeurs morales, enfin peu importe. Le fait de dire regarde-moi dans les yeux n'est pas une bonne chose et peut-être très aversif pour la personne. Il est aussi important de se poser la question, par exemple pour les moutardes, peut-être que l'enfant va décider, si je suis obligé de le regarder pour avoir le pot de moutarde, je vais finir par plus lui demander le pot de moutarde. Et il faudrait se poser la question si finalement, en tout cas pour moi objectivement, la demande est plus importante que le contact oculaire. Et puis, dans le global, hein, finalement, être enthousiaste, être dans la relation, avoir ce qu'on appelle un bon pairing, mais simplement être agréable pour la personne, va permettre finalement d'obtenir ce contact oculaire parce que la personne autiste va regarder en tout cas dans notre direction pour voir ce qu'on fait, pour voir ce qu'on peut échanger avec elle, etc. Donc finalement, plutôt que de faire de ça un objectif, il vaudrait mieux travailler sur d'autres choses. En tout cas, tel est mon point de vue. Mais ça pose la question aussi, quand on fixe un objectif, on le fixe pour qui? Et pour moi, ça doit suivre ce schéma-là. D'abord, on le fixe pour le bien-être de la personne considérée, la personne autiste en l'occurrence. Ensuite, pour les objectifs de la famille, bien sûr, si, je sais pas moi, l'enfant tape son frère, c'est un objectif qui est tout à fait logique, même si c'est pas le bien-être de la personne. Si l'enfant ne va pas aux toilettes et qu'il faut à chaque fois le changer, j'ai envie de dire, même si elle manifeste pas que ça la dérange, le problème c'est qu'on sait que ça va altérer sa qualité de vie à terme et que de toute façon, finalement cette autonomie, elle est bien plus importante et que ça va favoriser son bien-être. Moi, mon fils, aujourd'hui, je me pose pas la question de savoir si je dois, quand je dois lui apprendre à faire les lacets, si ça lui plaît. C'est normal que ce soit un objectif qui est plus important
Voilà, après s'il n'arrive pas à faire ses lacets, ben on trouve, hein, ben là d'ailleurs on utilise des velcro. Mais voilà, la question est importante. Je veux dire, à un moment, c'est normal en tant que parent de savoir peut-être mieux que son enfant sur certains points ce qui peut être utile pour lui. Et puis bien sûr, il y a les objectifs sociétaux, les besoins sociétaux, mais qui doivent arriver tout au fond. Donc chaque fois qu'on va travailler un accompagnement, on doit se poser la question: en quoi ce que je fais favorise son bien-être fonctionnellement, c'est-à-dire dans son environnement, en quoi ça va lui être utile. Alors bien sûr, on va me dire, en quoi ça va lui être utile d'utiliser un compas. Bon, ça on peut se la poser même pour des personnes de mon âge, et pourtant qu'on fait bac S. Oui, c'est sûr. Mais en même temps, ça lui sert que, voilà, on est dans une classe et finalement, ça lui sert d'être en milieu ordinaire, etc., en classe ordinaire, etc. Là, c'est aussi des questions qui sont différentes. Mais moi, je parle en termes de prise en charge. Effectivement, le bien-être de la personne autiste doit être beaucoup plus mis en avant dans l'accompagnement et dans les objectifs. Et ça pose aussi la question, mais qu'est-ce que c'est que ce bien-être? Alors, souvent, ce bien-être, on le voit, il est calculé. Ça va être des qualités de vie. On va voir à la fin, on va dire, on va évaluer par exemple sur une population autiste le bien-être. On va dire, tiens, est-ce qu'elle travaille? Est-ce qu'elle a un logement? Est-ce qu'elle a donné objectif? Il manque un S, hein, je suis désolé. Est-ce qu'elle a un emploi? Est-ce qu'elle a des enfants, une relation amoureuse, un logement qui est pérenne, etc. Et puis à l'inverse, ça c'est la qualité de vie. Mais finalement cette qualité de vie, elle se base, je suis désolé, sur des objectifs un peu de tout le monde. Elle se base pas sur la volonté de la personne autiste. Elle se base sur des objectifs qui pourraient être utilisés pour n'importe quelle autre population. Et puis, alors que le bien-être finalement, c'est quelque chose qui est plus personnel. Ce sentiment d'efficacité, cette vie qui satisfait la personne, les joies, les activités qui vont lui plaire. Donc on est d'un côté, on va dire, dans quelque chose qui est très objectif, mais finalement qui ne tient pas du tout compte de la population considérée, et de l'autre côté, quelque chose qui est beaucoup plus subjectif. Et là, c'est pourquoi cette question du bien-être est complexe. Et je reprends cette phrase que je ne sais pas à qui elle attribuer, mais mieux vaut une vie de personne autiste réussie qu'un simulacre de vie de personne autiste neurotypique ratée. Ça veut dire simplement qu'une personne autiste n'a peut-être pas les mêmes envies, n'a peut-être pas les mêmes volontés, il n'a peut-être pas la volonté d'être une personne neurotypique, et c'est normal. Ou d'être une personne typique. Elle va trouver, il faut qu'on l'accompagne dans son bien-être qu'elle souhaite, elle. Alors bien sûr, ça oblige à de la communication, à travailler par exemple de la communication alternative augmentée si la personne n'oralise pas, ça va être d'autres choses. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très important. Donc du coup, on va avoir quoi? On va avoir souvent des objectifs qui vont être très normalisants. Par exemple, on va prendre une échelle développementale, peu importe l'échelle que vous prenez. Tiens, un enfant de 10 ans, il doit savoir faire ça. Est-ce que l'enfant autiste sait le faire? Non. On va travailler cet objectif. Est-ce que c'est quelque chose qui est pas normalisant et finalement qui ne tient pas compte du tout de l'environnement, de son futur, de ce qu'elle veut, elle surtout? Donc souvent aussi dans les études pour évaluer entre guillemets l'évolution des personnes autistes, on va voir s'il y a une réduction des signes de l'autisme. Est-ce que c'est un vrai marqueur d'évolution du bien-être, par exemple? Donc ces évaluations, finalement, elles se font toujours par rapport à la norme et par rapport à quelque chose de valide. Finalement, la vie valide étant finalement le bien-être, la vie de la personne typique. Et du coup, pour poser la question, moi j'ai demandé à des personnes qui se reconnaîtront ici, peut-être si elles sont sur Facebook, j'ai dit comment définirez-vous votre bien-être? Comment comment vous sentez? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Et voilà, alors j'ai eu plein de réponses. Un lieu sans bruit, sans sollicitation, pouvoir m'adonner à mes intérêts spécifiques, écouter des intonations de voix de pièces radiophoniques, ça c'est moi,
pouvoir faire du flapping tranquillement, laisser ma créativité s'exprimer, me laisser dans mes rituels, rencontrer des personnes comme moi. Donc vous voyez, hein, donc il y a effectivement des choses qui peuvent s'apparenter à ce qu'on retrouve dans les personnes typiques. Hein, rencontrer des personnes comme moi, bah, c'est un peu avoir des groupes d'appartenance, etc. Mais on a aussi des objectifs qui sont complètement différents de ce qu'on pourrait trouver chez des personnes typiques. Hein, ça pourrait être les intérêts spécifiques, etc. Du coup, ça pose aussi cette question, est-ce qu'on doit forcer cette vie de simulacre de vie neurotypique dont je parlais, ou pas? Hein, par exemple, j'ai des jeunes que j'accompagne et qui, bon, ont des difficultés parfois importantes. Finalement, par exemple, les faire travailler alors qu'ils n'ont pas la notion d'argent, qu'ils n'ont pas la notion de travail, qu'ils ne savent même pas à quoi ça correspond tout ça, en les mettant avec de la guidance physique pour leur faire plier une feuille, est-ce que ça aurait un sens? À part pour dire, dans une société capitaliste où la vie vaut la peine d'être vécue si on rapporte de l'argent, bah non. Ça n'a aucun sens pour ces jeunes-là. Donc peut-être se poser la question, est-ce que est-ce que est-ce que ce travail pour les personnes comme ça, alors bien sûr, est-ce qu'il est important, est-ce qu'il n'est pas important, est-ce que je peux lui donner les moyens de communication ou les moyens, les concepts pour que lui puisse se déterminer pour savoir s'il a envie d'y aller. Donc ça c'est important. Simple, mais c'est juste pour vous sensibiliser à cette idée. Quand on travaille avec une personne autiste, on doit considérer aussi le bien-être comme un objectif global de tout notre accompagnement. Et du coup, forcément, comme ce bien-être n'est pas forcément exprimable ou identifiable tout de suite par la personne, parce que identifier les émotions c'est compliqué, parce que elle a des difficultés au niveau de l'expression orale, eh bien on va travailler d'abord l'expression orale et l'identification des émotions, des objectifs et des choses qui vont peut-être aller vers le futur, donc des questions qui sont très complexes. Le bien-être de la personne autiste, hein, que ce soit un enfant, un adulte, doit être considéré comme quelque chose de déterminant et de premier sur tout le reste, avant même celui de la société. Ça ne veut pas dire, encore une fois, parce que je l'ai eu une fois, j'ai eu une question, est-ce que c'est une volonté de neurotypique de travailler l'autonomie? Ça, qu'on ne fasse pas du bien-être l'alibi pour ne rien faire. Hein. C'est pas ça. Il faut travailler effectivement l'autonomie parce que même si la personne aujourd'hui ne sait pas forcément que cette autonomie lui est utile, nous en tant que personne en charge, en tant qu'intervenant, on doit le savoir et donc on va travailler d'abord sur ces choses-là. Et puis tout objectif doit s'inscrire dans quelque chose d'utile pour la personne. Et ça aussi c'est important. Parce que je vois aussi des accompagnements que je ne comprends pas, où on a des jeunes qui ont 16-17 ans et on leur fait identifier les couleurs alors qu'on n'a pas travaillé du tout sur une communication alternative augmentée, donc ils ne peuvent pas exprimer oralement, qu'ils ont de l'autonomie, par exemple ils ne sont pas continents, donc on n'a pas travaillé ça, donc des choses qui sont complètement secondaires et en fait on travaille sur des objectifs scolaires alors qu'on sait très bien que la personne à 15-16 ans en IME, elle va pas rentrer à la faculté. Donc à un moment il faut arrêter aussi de... Voilà. Ce que j'ai développé aujourd'hui, ce que je veux vous exprimer, c'est que ce bien-être doit être réfléchi. Hein. Il ne doit pas être une excuse pour le manque de travail, mais il doit être réfléchi. J'espère que ces 15 minutes vous auront permis de mieux penser cette thématique. Évidemment, elle mérite 2-3 heures, voire une journée, rien que là-dessus, parce que il y a beaucoup ça touche des domaines très particuliers où il va falloir apprendre à travailler sur la gestion des émotions, sur l'avenir, sur les questions de futur, etc., qu'ils n'ont pas forcément acquises avec des questions temporelles, etc. Merci à ceux qui m'ont écouté et n'hésitez pas si vous avez des questions.